Savane TV, la télévision des nouvelles idées. Savane FM radio kanbaga o demsen faramo koroba ka anga tarta foli be aw bela jani sali some kuma kambar nya fe lamine gi mama sinkuna ambe foli blaka. Savane FM 103.4, la radio des nouvelles idées. Yam na obang chambi pugula abe ko semenga pora. Tiyam yikandiga. Patuni tizaka soba banga metabiga abe ko semenga pora ta yikandiga. Zaka sobe bombe kabum ton sokula lawuto. Bala wilgamenti kagunshi ni kema tala kompuguleta. Bi kompugulei. Nyota basa yakan be ko menga. Rili yimi soba mena kiembewa. Ringa bam famio kan ale ko menga zanga. Rili ya tile tibriga tayi nda shamba mara mai ni ba fa hanan digib kamban tar biran bato na ba sa to na yekta bi yinga na ile ba mo ha depoto na sadam ke le ba poubelle mo ha ner ha fo me han zara ne dika so bi riti tar yinga yibala fo me zinda ne bi pula so kama mo me ninga mam data me bange bar mam ya bram bas ni jine fo me kandra da la me kandra ton ta hal fo hon zirunda yibe wa ye bum ni ke he yel kanga wa yel fatara timwa yel kabe kata timwa la fo hanga boye la team te ringi yisa man pa ni fo mala razin wa pateti nous ha un pon ka tu on lo bo. Au cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Cannes, c'est avant tout du foot, du jeu, mais aussi de l'émotion. Avec Canal+, vous serez au cœur de la Cannes Total Énergie 2021. En ce moment, pour tout réabonnement, bénéficiez immédiatement de 15 jours à tout Canal+, pour suivre en intégralité la Cannes Total Énergie 2021. La Cannes sur Canal+, en plus des matchs, c'est des rendez-vous exclusifs chaque jour pour être au cœur de la fête du foot africain. Avec les meilleurs consultants et experts, ne manquez pas les émissions quotidiennes. Jour de Cannes, soir de Cannes et les temps forts pendant les moments spéciaux de la Cannes. Grâce à votre réabonnement, suivez également la Cannes via l'application MyCanal partout au Burkina Faso. Alors, réabonnez-vous vite pour bénéficier immédiatement de 15 jours à tout Canal+ et être au cœur de la Cannes. Chers abonnés, permettez-moi de me réjouir à l'idée de vous souhaiter la nouvelle année. C'est en effet pour moi l'occasion de penser, d'espérer que nos actions à vos côtés, tout au long de cette année, ont pu trouver un équilibre. Dans l'actualité de ce mardi soir, alors que plusieurs sources évoquaient l'arrestation d'un officier burkinabé, il y a quelques jours, le parquet a confirmé aujourd'hui l'interpellation de 8 militaires. Des interpellations qui entrent dans le cadre d'une enquête sur un projet de déstabilisation des institutions. Et la Guinée, qui est aussi sous la transition, a décidé de laisser ses frontières ouvertes avec le Mali. Le président de la République de Guinée dit n'avoir pas été associé à la prise de décision et a exprimé toute sa solidarité au Mali. C'était donc les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux infos du soir sur Savane TV. Ce communiqué pour débuter.
Il y a quelques jours de cela, des sources discrètes évoquaient l'arrestation d'un officier de l'armée. Aujourd'hui, l'information est confirmée. C'est le parquet militaire qui dit dans un communiqué qu'il a procédé à l'interpellation de 8 militaires dans le cadre d'une enquête. La dite enquête concerne un projet présumé de déstabilisation des institutions de la République. Le procureur militaire ne cite pas de nom, mais le nom du lieutenant-colonel Mohamed Emmanuel Zungrana revient à travers d'autres sources. L'enquête se poursuit selon le parquet militaire. Et nous poursuivons avec le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Le tribunal militaire a entamé hier les auditions par visioconférence dans le procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Lors de son audition, le magistrat militaire à la retraite Moussa Diallo a rencontré une anecdote qui montre que l'ex-président Blaise Compaoré a préparé le coup d'État à Pasiama. Le résumé que nous fait Germaine Farama. Les témoignages par vidéoconférence se sont poursuivis ce matin avec Diallo Moussa, colonel-major à la retraite à Paris et l'un des amis de Sankara. Selon Moussa Diallo, le président Sankara savait qu'il allait mourir, mais s'est sacrifié en se laissant tuer pour la révolution et pour ses idéologies. Commandant adjoint de la gendarmerie pendant les faits du 15 octobre 1987, Moussa Diallo explique que quelque temps avant la mort de Sankara, ils avaient mis à l'écoute Blaise Compaoré, soupçonné de planifier quelque chose. Ce qui a permis d'écouter une conversation de Jonas Sommet qui disait à Blaise Compaoré de passer à l'action sinon il risquait d'être arrêté. Un appel qui fait suite au discours prononcé par Thomas Sankara le 2 octobre 1987 à Tinkodogo qui prévoyait plusieurs changements. Moussa Diallo dit avoir enlevé la cassette pour la faire écouter par Sankara, mais Sankara a refusé. Quelques jours après, Sankara l'appelle chez lui et lui fait savoir qu'il savait ce qu'il voulait lui dire. Moussa Diallo a ajouté que Blaise Compaoré aurait dit à Vincent Sigué, un ami de Sankara, qu'il s'apprête à prendre le pouvoir, mais que ce sera lui, Blaise, qui sera le président. Des propos que Vincent Sigué a transmis à Thomas Sankara. De son témoignage, Jean-Claude Kaboulé, un de leurs soldats, qui a infiltré l'opposition burkinabé en Côte d'Ivoire, a aussi rapporté les propos de Oufoué, qui disait aux opposants de se calmer, car Blaise allait se charger de tuer Sankara. Moussa Diallo a continué en ajoutant que le Togo était aussi hostile à la révolution. Le 15 octobre, Moussa Diallo était dans son bureau quand les tirs ont commencé. Il tente de rentrer chez lui, se munir d'armes pour regagner le conseil, mais a été stoppé en route. Il rejoint le domicile de son frère. Le même jour, des militaires sont allés à son domicile tirer et intimider sa famille, dont sa femme enceinte, qui l'a amené à faire une fausse couche. Moussa Diallo a été par la suite en détention surveillée, puis enfermé au conseil pendant près de 9 mois. Pour Moussa Diallo, le 15 octobre a été prémédité avant même la révolution. Il poursuit en disant que Jean-Pierre Palme et Diendéré étaient au courant et soutenaient Blaise. Pour lui, Blaise est le concepteur de cette attaque qui a été supervisée par Diendéré et exécutée par Kafando et ses hommes. Pour terminer, Moussa Diallo souhaite que l'affaire soit jugée et que vérité soit connue. Stéphane Smith, journaliste de RFI et du journal Libération basé en Côte d'Ivoire pendant le coup d'État, explique que 2 jours avant le coup d'État, il a reçu un appel de Sankara qui lui a dit que la situation était tendue et qu'il voulait laisser le tablier. Le lendemain du coup d'État, Blaise lui aurait dit de venir au Burkina. Une fois arrivé, il lui dit « Fais ton travail ». Stéphane Smith a été par la suite traité de persona non grata, puis expulsé du Burkina pour traitement non équitable des informations et après une interview qu'il a réalisée avec Boukari Kaboré. Passé cette étape d'audition par vidéoconférence, la présentation des pièces à conviction a commencé aujourd'hui avec l'écoute d'un audio enregistré par Abdraman Zouitenga où on entend Nenda Tondé lui dire que Diendéré l'envoie informer d'être réservé au moment des auditions car s'il n'a pas su parler, il ira à la Maka. L'audience se poursuit ce mercredi avec les autres pièces à conviction.
Et nous parlons éducation à présent. Audience hier au siège du chef de file de l'opposition politique. Le ministre en charge de l'éducation a fait le point de l'impact de la crise sécuritaire sur le système éducatif au chef de file de l'opposition politique, Eddy Kombiogo. Il était question pour le ministre en charge de l'éducation de faire le point des écoles affectées par le terrorisme et de décliner les stratégies de son département pour y faire face à Issa Oumar Ati. L'éducation en situation d'urgence a amené le ministre en charge de l'éducation nationale à s'expliquer devant l'opposition politique. Il ressort des explications du professeur Stanislas Ouaro et de ses techniciens que 511 000 élèves ont abandonné le chemin de l'école pour des raisons de sécurité. Mais des efforts sont en train d'être faits, rassure le chef du département de l'éducation. Beaucoup d'établissements fermés pour des raisons d'insécurité, 3280. Donc nous avons donc évalué à la date du 31 décembre, ce qui met théoriquement dehors 511 000 élèves, mais en réalité autour de 330 000 parce que nous avons fait des efforts d'inscription d'élèves déplacés internes à hauteur de 136 000, des élèves donc, qui ont repris le chemin des écoles parce que nous avons délocalisé leur établissement à hauteur de 4 700 environ, et donc des élèves à hauteur de plus de 39 000 qui ont repris le chemin des écoles parce que nous avons rouvert leurs établissements. Donc autour de 180 à 185 000. Donc on a 330 000 qui jusque-là n'ont pas repris le chemin des écoles. Donc on a fait le point de cette situation. Le point aussi donc, des actions que nous déroulons dans le cadre donc, de la mise en œuvre de la stratégie d'éducation en situation d'urgence qui passe par la mise à disposition de tables, la réalisation donc d'espaces temporaires d'apprentissage, la réalisation donc on va dire la mise à disposition de kits, donc d'anal, le développement d'une éducation donc de curricula d'éducation en situation d'urgence, la réalisation d'infrastructures complémentaires dans les zones de repli, et la construction prochaine donc de salles préfabriquées déplaçables, etc. et les ressources que nous mobilisons. Donc tout cela a été présenté. Le chef de file de l'opposition politique a salué la démarche du ministre de l'Éducation nationale et s'est dit satisfait de son exposé. Il a aussi suggéré la prise en charge psychologique des élèves dans les zones à fort défi sécuritaire afin que ces derniers ne constituent pas un danger. Nous avons trouvé partiellement satisfaction, mais il y a toujours dans cette éducation la prise en charge psychologique de ces enfants qui ont vu abattre leur père, leur mère, leurs parents, gisés dans le sang, et sans prise en charge psychologique, ils pourraient constituer un danger pour demain. Nous louons les efforts du gouvernement, nous les avons encouragés à faire davantage pour qu'enfin le peuple soit satisfait. Mais l'essentiel, c'est que cette guerre puisse être arrêtée pour que les conséquences puissent être bien maîtrisées et que l'on apporte des solutions conséquentes. Le CEFOP compte rencontrer d'autres départements ministériels comme le ministère de l'économie et des finances sur la cherté des vies dans les jours à venir. Autre sujet pour poursuivre. Il y a environ 3 semaines, la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes avait saisi des boîtes de sardines impropres à la consommation et les avait incinérées. Ces boîtes de sardines périmées passent souvent inaperçues des autorités et consommées. Quel risque cela représente pour les consommateurs? Quelles sont les mesures à prendre pour y remédier? Suivons le nutritionniste Abdoulaye Gueye dans ce élément que nous propose Issa Oumar Ati. La plupart des boîtes de sardines sont écrites soit en arabe, c'est pas toujours évident qu'on puisse comprendre la composition. Mais il y a des dispositions à prendre pour pouvoir faire un bon choix. La première des choses, c'est qu'une boîte a une forme qui lui est particulière. Vous prenez la boîte de sardines, elle est un peu ovale, mais elle est homogène tout au long. Lorsque vous prenez une boîte de sardines qui présente une enflure, ça doit vous tiquer. Si vous prenez une boîte de sardines qui est à la limite mouillée, c'est-à-dire vous sentez comme s'il y avait de l'huile, une fuite, ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous prenez une boîte de sardines qui dégage une certaine odeur, il y a un problème. Ensuite, quand vous prenez une boîte, quelle que soit la nature de la boîte, vous devez pouvoir vous référer à la date limite
de consommation et à la date de péremption et aussi à la date limite de consommation. Ce sont des informations qui nous permettent donc de voir est-ce qu'on est dans les délais impartis. Pour ce qui est des boîtes de sardines, puisque c'est de cela qu'il s'agit, il faut dire que c'est des boîtes qui ont bénéficié d'un traitement thermique qu'on va appeler soit un système de stérilisation qui permet une conservation sur une longue période. Ensuite, nous sommes dans un climat chaud. Et quand on dit de conserver un aliment à température ambiante, à l'arrière-plan, on ne nous dit pas que c'est 25 degrés. Donc, nous, on a des températures de 40 degrés et par moment au-delà de 40 degrés. Tout à fait. Et lorsque le magasin qui a été donc, j'allais dire, choisi pour le stockage donc, de ces boîtes de sardines là, ne remplit pas, j'allais dire, les conditions optimales de conservation, à savoir un système d'aération, les dispositions qui doivent permettre aussi qu'il y ait l'air de circuler entre les boîtes et aussi des palettes, pour ne pas que les cartons soient directement en contact avec le sol. Toutes ces conditions-là vont faire que, à la longue, ça va donc impacter sur le système de conservation. Et les boîtes de sardines, tout comme les autres conserves, contiennent en leur sein soit un gaz qui est cette inerte, c'est-à-dire qui n'est pas mauvais, c'est une sorte de l'azote qu'on y met ou du dioxyde de carbone, qui permet donc de conserver, de prolonger la conservation donc, des aliments. Malheureusement, quand les aliments ne sont pas conservés dans les conditions précitées, il va de soi que bon, la chaleur aidant, les boîtes seront soumises à certaines pressions et du coup, bon, certaines boîtes peuvent céder parce que qui dit fabrication, si on fait 1 million de boîtes de tomates, il faut dire que l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, il y a peut-être 1 ou 2 boîtes sur 1 million qui vont présenter une défaillance et cette défaillance-là peut se propager. Voilà. Quand on a une boîte de conserve, quand on l'achète, il faut prendre le soin de la laver. Parce que nos zones sont des zones de poussière, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi des rongeurs, notamment les souris, les rats, qui sont aussi attirés autant que nous par les bonnes odeurs. Donc ils peuvent, bon, on va dire le mot simplement uriner ou même faire des défections, des déjections sur certaines boîtes. Les sardines ont l'avantage d'être de petits poissons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini leur croissance. Okay. Et l'avantage c'est que du coup, la mer qui est un des milieux les plus pollués au monde, ces poissons-là n'auront pas accumulé suffisamment d'éléments toxiques. C'est un premier avantage. Ensuite, ils sont très riches en calcium, en vitamine D, en oméga 3 et en phosphore. Toute chose qui est très utile pour les os. Le problème, c'est que ce qui est utile pour l'homme l'est aussi pour les bactéries et qui sont des germes donc nuisibles. Ensuite, pour revenir donc plus précisément à la question, la dangerosité, elle sera à plusieurs niveaux. Pour une personne comme vous et moi, qui sommes apparemment en bonne santé, il n'y a pratiquement pas de grand problème. La consommation de ces aliments qui sont donc mal conservés, ou encore au périmètre, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, c'est très dangereux pour les femmes enceintes. Parce que la femme enceinte, c'est une femme c'est une personne qui a son système immunitaire qui va faiblir. Ensuite, les enfants de bas âge, les personnes du 3e âge, et aussi toute personne qui a son système immunitaire défaillant, comme quelqu'un qui va par exemple avoir une maladie infectieuse. Donc chez ces personnes-là, quand ils vont consommer ce type d'aliments, ça va aggraver leur situation. Et une autre catégorie de personnes, c'est notamment ceux qui ont la goutte. Nous parlons à présent des inquiétudes des commerçants à burkinabé suite aux récentes décisions de sanctions prises par la CEDEAO contre le Mali. Cette décision affecte les activités de certains commerçants ici au Burkina Faso. Pakisba Mariama Ouedraogo est allé à leur rencontre. Suivons. Depuis que la CEDEAO a annoncé ses sanctions avec effet immédiat contre le Mali, cette commerçante Dienebou Gadiaga se pose 1001 questions sur les marchandises qu'elle a déjà commandées. On avait vraiment souffert, on continue de souffrir même si je peux le dire. Et avec ce qui se passe actuellement au Mali, avec nos matières premières qui viennent généralement du Mali, par exemple moi je vends du basin, la teinture je la prends au Mali, comment on appelle ça, nos basins. Moi je prends tous mes commandes à partir du Mali et
Actuellement, j'ai des commandes pour des mariés pour le samedi, qui devraient venir normalement par l'avion, et je sais pas quoi faire. Alors là, vraiment, je sens que ça va encore beaucoup ralentir, voilà, notre travail. C'est notre gagne-pain, ça c'est vraiment pas le moment en fait. Avec ce qu'on a subi avec le Covid, si ça vient s'augmenter, je sais pas ce qu'on va devenir. Autre site à Ouagadougou, même à Nuit de commerce. Dans cette boutique de Madoussou Diakité, une commerçante à cheval sur les capitales burkinabé et maliennes, presque tous les produits viennent de Bamako. Il y a beaucoup de produits que je prends là-bas. Il y a les encens, il y a les tisanes, il y a aussi des produits qui soulagent les hommes et les femmes qu'on prenne également au Mali. Il y a des produits alimentaires aussi. Le choc de la fermeture des frontières des pays de la CEDEAO avec le Mali est aussi ressenti au siège du syndicat national des commerçants du Burkina Sinakombe. Pour le secrétaire général de ce syndicat, l'économie déjà fragilisée par l'insécurité dans les pays du Sahel va encore prendre un coup. Et cette décision qui est tombée causera des inconvénients, je pourrais dire des inconvénients encore dans le monde économique. Les conséquences vont être dramatiques parce que le Mali est un État parmi les États de la CEDEAO, de l'UMOA, avec lesquels les Burkinabés et d'autres pays entretiennent de très bonnes relations d'affaires, des déplacements internes. Donc la fermeture des frontières de ce pays certainement va en tout cas impacter l'économie du Mali. Et si l'économie du Mali est aussi impactée, il faut s'en dire que c'est l'économie de la sous-région qui est aussi impactée. Et c'est les populations qui vont payer le prix. Il faut ajouter la distanciation sociale. Un double choc de rupture familiale que craignent Dienebou Gadiaga et Madoussou Diakité. Étant donné que nos familles sont à l'extérieur, par exemple, moi j'ai ma famille à Bamako qui devrait venir pour le mariage du samedi. Voilà, ils ont fait le test Covid, c'est négatif, ils ont pris leur billet d'avion et actuellement ils sont bloqués parce qu'ils ne peuvent pas venir. Et ça c'est vraiment un problème pour moi, c'est vraiment un problème. Et je suis sûre que je ne suis pas d'ailleurs la seule à subir ça quoi. Voilà, vraiment c'est dur pour nous. On voudrait quand même que d'ici là qu'il y ait entente entre eux, voilà, qu'on ouvre les frontières pour qu'on puisse vraiment travailler et même les familles, et que les familles puissent se retrouver. C'est une manière de diviser la jeunesse africaine. Moi, c'est le sang qui me lie avec le Mali. Parce que j'ai une partie de moi là-bas et une partie de moi ici. Il y a la famille paternelle qui vit au Mali. J'ai des cousins, des cousines, des tantes, des papas au Mali. Et maintenant, sur le plan commerce, d'abord, c'est pas un petit problème. Hein. Vous voyez, ça joue, je reste sur beaucoup de plans. Il y a le plan social, même le plan culturel. Parce que ça veut dire qu'il y a des artistes burkinabés qui ne pourront pas aller prester au Mali. Il y a également ceux qui ont des maris qui travaillent au Mali. Comment ils vont faire? Ce n'est pas des divorces qui sont en train d'être préparés comme ça. La solution est-elle à portée des mains? Difficile à dire pour Roch Nagalo. Mais l'avenir, selon lui, se trouve dans le panafricanisme et la mobilisation de la jeunesse. Actuellement, quand vous regardez le courant social au niveau de l'Afrique, toute la jeunesse africaine aujourd'hui prône vers le panafricanisme. Chacun veut voir l'Afrique unifiée, chacun veut voir l'Afrique s'exprimer face au monde. Et la jeunesse africaine a beaucoup été brimée. Quand nous prenons l'histoire de l'Afrique, ça touche consciencieusement. Et compte tenu du fait que l'Afrique a été le continent qui a été le plus exploité, le plus brimé, et de nos jours, balkanisé, divisé, au profit des grandes puissances économiques, nous pensons que nos dirigeants africains sur lesquels les peuples africains ont mis leur confiance pour qu'ils les représentent valablement à l'exécutif, devaient toujours consulter le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, c'est-à-dire demander l'opinion
à travers les assemblées, pour savoir est-ce que l'opinion à la base est-il favorable pour de telles décisions avant de prendre des décisions. C'est vrai qu'on est à l'exécutif, mais il y a certaines décisions qu'il faut quand même comprendre la volonté du peuple. Et quand on va avec la volonté du peuple, on peut pérenniser ce qu'on fait au pouvoir, on peut renforcer ses acquis et on peut arriver à atteindre ses objectifs. Et quand les politiques prennent des décisions, vous voyez le plus souvent que c'est le plus faible qui en pâtit. C'est les pauvres qui en pâtissent. Et c'est toute l'Afrique qui perd. Donc, avec ce courant panafricanisme qui est en train de se mouvoir dans toute l'Afrique, nous demandons à nos dirigeants d'y réfléchir avant de prendre certaines décisions. Dans le feu de l'action, des organisations de jeunes Africains appellent à des mobilisations. Le président de la transition malienne, Assimi Goïta, lui, s'est montré ferme dans sa riposte, tout en soulignant que le dialogue est toujours possible avec la CEDEAO. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé aux Maliens au lendemain des sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA. Le président de la transition reconnaît que la peur a gagné les Maliens, mais il les appelle au calme et à la résilience. Nous avons fait le choix d'être sincères et de prendre notre destin en main en nous forgeant notre propre voie. La CEDEAO et l'UEMOA se sont assumés, nous en ferons autant, a-t-il déclaré dans un discours diffusé à la télévision nationale. La synthèse que nous fait Soumaïla Arabou et Issa Oumara Ati. Pour le président de la transition malienne Assimi Goïta, le moment est venu pour les Maliens de resserrer les rangs. Ils doivent désormais parler d'une seule voix pour faire face à l'adversité. L'heure est au rassemblement de tous les Maliens, sans exclusif, pour réaffirmer nos positions de principe et défendre notre patrie. Chaque Malien, où qu'il se trouve, doit se comporter en défenseur des intérêts supérieurs du Mali. Nous mesurons la gravité de la situation. Il revient à chacun de taire les divisions de quelque nature que ce soit, de se retrouver autour de l'essentiel qu'est le Mali, notre patrie. Aussi, j'en appelle à une mobilisation constante et à une résilience face à la situation. Assimi Goïta a reconnu que l'inquiétude a gagné les Maliens à la suite de l'annonce des sanctions prises contre leur pays. Mais a-t-il poursuivi, les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier et conséquent du Mali depuis les côtes. J'ai bien conscience des inquiétudes quant aux conséquences de ces mesures. Mais je tiens à vous rassurer que des dispositions sont prises pour faire face à ces défis et que les actions d'approvisionnement se poursuivront, mes chers compatriotes. Depuis que nous avons pris nos responsabilités face à notre destinée, nous avons toujours œuvré pour le bien-être de l'ensemble des populations maliennes dans toute leur diversité. Et nous continuerons à nous y atteler. Encore une fois, à la suite des mots du porte-parole du gouvernement malien, colonel Abdoulaye Maïga, Assimi Goïta a dénoncé les sanctions dites injustes de la CEDEAO contre le Mali, mais rassuré aussi de la bonne foi du pouvoir de la transition à poursuivre le dialogue avec la CEDEAO. Les sanctions continuent de susciter des réactions. Alpha Blondy, ambassadeur de la CEDEAO pour la paix en Côte d'Ivoire, s'indigne contre les chefs d'État qui ont pris les sanctions. Sa réaction. Je voudrais m'adresser singulièrement à tous les présidents de la CEDEAO. Ces sanctions que vous avez adoptées contre le Mali est un aveu de votre impuissance. Les Maliens n'ont pas à être victimes de votre incapacité à trouver une solution aux problèmes djihadistes auxquels le Mali fait face. Quand ils ont fait le coup d'État contre Ibeka, vous n'avez pas eu cette réaction aussi violente, aussi radicale. Vous aurez du mal à faire comprendre aux gens que c'est la France qui vous a dicté cette attitude par rapport à son problème avec le Mali et Wagner. Vous aurez du mal. C'est très maladroit de votre part.
je vous demande de reviser vos copies. Vous êtes nos responsables. Ça vous coûtait quoi si vous vouliez aider vraiment le Mali? Que chaque pays, les 14 pays ou 15 pays, que chaque pays donne 1000 soldats pour venir aider, chaque pays fait 14 000 soldats, pour venir aider la junte militaire à se débarrasser des djihadistes. Et la BCEAO devrait financer cette opération si vous n'avez pas d'argent comme d'habitude. Mais vous donnez l'impression que c'est parce que le Mali refuse la collaboration avec l'armée française, qui font appel à Wagner, les Russes, que vous prenez cette décision. C'est pas juste. En tant qu'Africain et ambassadeur de la CEDEAO pour la paix en Côte d'Ivoire, je me permets de m'indigner d'une décision aussi arbitraire contre un peuple frère. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et votre constante fidélité. Bonsoir.